On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. David est un enfant rêveur qui aime imaginer qu'un autre monde existe. Et c'est à la suite d'une expérience traumatisante qu'il commencera sa fabuleuse quête à la poursuite des mystères qui nous entourent. Cette histoire s'intitule La visite du diable. Moi, je suis né à Nancy. Mes parents ont déménagé assez vite dans un petit village qui s'appelle Mézières. C'est un tout petit village, tout rigolo et très sympa. Et mes parents avaient d'ailleurs déménagé là parce que j'avais de l'asthme. Et donc le médecin leur avait quand même signalé qu'il fallait absolument pas que je reste en ville. C'est des gens très urbains, c'est-à-dire qu'ils vivaient à Nancy. Et donc du coup, voilà, ils ont déménagé dans ce petit village où je me suis fait très vite des copains. Enfin voilà, j'avais vraiment une vie tout à fait normale. J'allais à l'école du village. Enfin, il y avait vraiment rien de bizarre dans cette histoire, en tout cas au départ. Alors l'histoire, elle commence il y a très très longtemps, parce que j'ai quand même 50 ans, donc je devais avoir peut-être une dizaine d'années. Ma mère s'était un peu impliquée dans la vie sociale du village, donc elle faisait des cours de danse, elle donnait des cours de danse, qu'elle était premier prix de conservatoire de piano et de danse. Donc du coup voilà, elle donnait des cours, et notamment des cours de catéchisme. Donc en fait, elle invitait quelques paroissiens, on va dire ça comme ça. On n'était pas forcément très catholiques, mais bon voilà, c'était un lieu de réunion, et ça se passait à la maison. Moi, ça m'intéressait, mais alors vraiment très très peu. Je pense d'ailleurs que mes camarades de l'époque, ça devait être à peu près la même chose. Donc on nous racontait ces histoires, voilà, de Christ, du diable, de tout un tas de choses, etc. On nous racontait que le personnage principal, donc Jésus, marchait sur l'eau, qu'il multipliait les pains, qu'il changeait l'eau en vin. Et tout ça, c'était, voilà, pour moi c'était un petit peu exotique. Et c'est surtout que moi, j'étais passionné de science-fiction à l'époque. Donc je croyais vraiment à ces histoires d'extraterrestres, à tout ça. Et donc, dans ce cours de catéchisme particulier, je m'étais un petit peu élevé en disant, mais comment on peut croire à ce genre de choses ? Pourquoi est-ce qu'on doit l'admettre comme ça, que le type il marchait sur l'eau, voilà, et pourquoi c'était pas un extraterrestre, enfin comme un gamin de 10 ans quoi. Et donc du coup, ma mère avait été un petit peu irritée, et du coup elle m'avait viré de ce cours de catéchisme. Et donc voilà, j'étais pas vraiment très puni parce que j'étais à la maison, donc je suis retourné tout simplement dans ma chambre, qui était une chambre commune à l'époque. Il devait y avoir des travaux, je sais pas pourquoi, mais en tout cas on était avec mon frère. J'ai un frère qui a 1 an de moins que moi. Et on était avec mon frère dans une chambre, on avait 2 lits, voilà. Bon. Et puis voilà, la soirée passe, la nuit arrive, et je vais me coucher avec mon frère aussi. Et puis j'entends une forte respiration juste à côté de moi. Mais vraiment, comme si quelqu'un dormait juste à côté de moi et avait une respiration, mais comme un vieux malade, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui soufflait comme ça. C'était vraiment très particulier, et puis effrayant surtout. Je pense immédiatement que c'est une blague de mon frère, en me disant qu'il a quand même un talent extraordinaire. Réussir à être à côté de moi, presque à côté de mon oreille, à faire ce bruit alors qu'il était à 3 mètres, c'est quand même bizarre. Donc j'allume la lumière. Je lui dis d'arrêter, donc a priori je le réveille, et puis il est assez scotché, et puis surtout il est très énervé, il me dit mais c'est pas moi, arrête, machin. Et je lui dis mais t'entends pas la respiration? Alors on se tait, et on écoute.
Et moi, je l'entends, mais alors, exactement comme avant. C'est-à-dire, j'entends vraiment une très forte respiration à côté de moi. Et puis, je le regarde en même temps, je vois que c'est pas lui. Je comprenais pas. Et puis, on était à la lumière parce que mon frère commençait à en avoir marre et me disait que je devenais fou. Et puis, j'arrive pas à dormir. C'est horrible cette respiration juste à côté de moi. J'essaye de me calmer un petit peu et puis surtout, je prends panique parce que tout simplement, je me remets dans l'idée que, comme j'ai fait des bêtises au catéchisme, c'est le diable qui me punit. À un moment, j'ai mis mon oreiller sur la tête pour ne plus entendre ces respirations, cette respiration-là. Et elle était toujours là. Exactement pareil. Donc je me suis dit que c'était dans ma tête, quoi. C'était horrible. J'ai prié, je me suis mis comme ça dans le noir et je me suis dit, mais prie, dis quelque chose, tu t'excuses d'abord et tu dis tu le referas plus jamais, tu ne remettras jamais en doute la parole du Christ, de tout ça, machin, etc. C'était pas du tout dans mon attitude naturelle, mais bon. Je ne sais pas comment ça s'est arrêté. Toujours est-il que le lendemain, je me suis réveillé et je me suis dit, bon, là, t'as été idiot. T'as pas compris qu'il y avait un truc à comprendre et qu'il fallait enquêter quelque part. Il fallait savoir ce qui s'est passé, quoi. Mais c'était surprenant que mon frère ne l'entende absolument pas, que c'était toujours dans ma tête alors que j'avais un oreiller sur les deux oreilles. Et à partir de là, je me suis dit, il va falloir que je comprenne quand même la chose. Je dois avouer qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. J'ai fait la liste complète de tout ce que ça pourrait être. Alors, par exemple, il y a des chouettes. Une chouette, ça respire très fort. Si vous avez une chouette dans une vieille maison, au plafond, vous entendrez des pas d'ailleurs, ça fait comme des pas humains, c'est vraiment très étonnant. Et ça a une respiration très forte. Et j'ai pu le vivre ça, j'ai pu le vivre un jour dans le village d'à côté d'ailleurs. Alors comme je l'ai entendu en vrai, moi ce genre de respiration de chouette, je peux vous dire aujourd'hui que c'était pas du tout ce que j'ai entendu clairement quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, c'était une respiration, encore une fois, de personnes malades en fin de vie qui respirent très très fort et mal. On sentait quelqu'un qui avait des difficultés à respirer. C'est pas une chouette pour moi, c'est clair, c'était pas une blague de mon frère, il y avait pas un magnéto, je sais pas quoi. Vous savez que c'était il y a 40 ans, hein, donc il y a 40 ans, je veux dire, technologiquement, on n'avait pas à mettre une petite enceinte Bluetooth sous mon lit, quoi. C'était pas le cas, il aurait fallu mettre un gros magnéto avec en plus un son qui était extraordinaire et qui en plus de ça me rentrait directement dans la tête, hein, parce que je pouvais mettre mon oreiller, ça fonctionnait quand même. Donc non, je sais pas du tout. Psychologiquement, j'ai peut-être généré quelque chose, une sorte de peur ou je sais pas quoi. Après, on m'a dit, mais tu sais qu'en fait, ça se trouve, c'est peut-être toi dans l'avenir, tu vas peut-être mourir comme ça, d'étouffement, j'en sais rien, de maladie pulmonaire. J'étais asthmatique quand même, c'est pour ça aussi. Je sais pas du tout en fait, j'ai pas d'explication. Peut-être que c'était psychologique aujourd'hui, mais j'en sais strictement rien. Je ne sais pas. Si c'était psychologique, ça n'est jamais revenu en tout cas. Après cet événement-là, j'ai eu peur, d'abord. J'ai eu peur d'avoir été puni par quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'ai cherché à comprendre pour éviter d'avoir peur. C'est-à-dire de me dire, bon, c'était pas le diable, mais alors c'était quoi ? De manière à me dire, bon, finalement, le diable, non, il n'y a pas de diable, donc c'était ça, c'était une chouette, c'était dans ta tête, je sais pas quoi. Et ça me rassure encore aujourd'hui de me dire, non, j'ai pas été puni par le diable. Parce que c'est dramatique pour moi de me dire, donc il y a quelque chose au-dessus que je ne maîtrise absolument pas et qui peut me punir. C'est assez atroce. Et là, je reviens dans ces cas-là au Moyen-Âge et je deviens un soumis. Et c'est exactement ce que je voulais pas être. À partir de là, j'ai été intéressé par tout ça et je dis pas que j'y ai cru, mais j'ai demandé des bouquins sur les phénomènes bizarres. Il y avait, je sais plus, j'avais un atlas comme ça de chez Larousse qui référençait tous les mystères du monde. Bon, alors ça allait du Yéti en passant par les je sais pas quoi, les lignes de Nazca, enfin tout ce genre de trucs. J'étais fasciné et je me suis dit, mais quand je serai grand, j'irai voir les lignes de Nazca, j'irai voir ces phénomènes extraordinaires, les châteaux hantés en Écosse et tout ce genre de trucs, ça doit être génial, quoi. Parce que c'était du rêve et puis une envie de comprendre. Et avec le temps et avec toutes les enquêtes que je me suis fait, du coup, j'ai été très, très, très souvent déçu. C'est-à-dire, le rêve se brise quasiment à chaque fois. Quelquefois, je me dis, j'y crois pas, il n'y a rien du tout là-dedans, et ainsi de suite. Puis je suis très surpris de découvrir autre chose et de me dire, tiens, là, finalement, il y a peut-être quelque chose sur lequel on pourrait s'intéresser.
Petit à petit, j'ai commencé de plus en plus, et c'était lié au livre, vraiment à m'intéresser à ces phénomènes. Il n'y avait pas Internet, donc j'allais pas chercher des informations à droite à gauche, mais dès qu'il y avait une histoire dans le journal de ouais, il y a un ovni, il y a un crop circle, il y a une maison hantée ou des choses comme ça, j'essayais d'y aller. Alors évidemment, c'était beaucoup plus tard, hein, il m'a fallu avoir une voiture et ainsi de suite. Or, j'ai commencé à travailler dans les médias, et donc il y a un moment, comme je faisais des reportages, je visais quand même déjà toutes ces histoires-là. Dès qu'il y en avait une, c'était pour moi, et tout le monde le savait. Et donc du coup, j'ai eu une chronique sur une chaîne, une petite chaîne, c'était RTL 9, mais à l'époque c'était très regardé, notamment dans l'est de la France et dans le nord de la France, principalement dans l'est. Et donc c'est comme ça que je me suis professionnalisé en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai pu aller sur le terrain vérifier. Et la seule fois où j'ai eu peur, vraiment, mais alors j'ai eu peur, je dois admettre, c'était dans le fameux château de Fougeray. Au tout début, le château de Fougeray, c'est un couple dont un agriculteur et une historienne de formation qui sont passionnés par les vieilles pierres et qui ont acquis déjà des biens comme ça, des ruines quasiment, mais enfin bon. Et là, ils vont tomber sur le château de Fougeray, on est dans le Poitou, et ils vont acquérir ce bien-là qui est vraiment une super belle bâtisse, quoi. C'est vraiment le château comme on l'imagine de la Belle au Bois dormant, quoi. Donc il y a beaucoup de travaux de restauration à faire. Moi, quand j'arrive la première fois, il est vraiment dans son jus. Il est resté d'ailleurs très longtemps, il l'est encore d'ailleurs en grande partie. Alors au tout début, en fait, ils achètent le château, ils commencent déjà à entreprendre des travaux, et notamment l'été. Et ils invitent d'ailleurs des amis, des proches, à les aider à faire des travaux. On est en été, et puis un jour, quelqu'un va dire t'as pas vu le fantôme là tout à l'heure, etc., en blaguant. Et puis, en fait, petit à petit, tout le monde, les langues vont se délier. C'est-à-dire que chacun va dire ah oui, mais moi j'ai vécu hier, il s'est passé ça, là le truc là a bougé, et ainsi de suite. À ce moment-là, ils se rendent compte que ce qui se passe dans le château, ils sont pas les seuls à les voir quelque part. Il y en a d'autres qui voient d'autres phénomènes bizarres et ainsi de suite. Alors il y a vraiment de tout. Maintenant, je crois qu'on a une liste, la liste la plus longue des phénomènes bizarres qui se passent dans un seul endroit, c'est au château de Fougeray. C'est louche. Au départ, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, est-ce qu'il n'y aura pas un business derrière tout ça? C'est la question que tout le monde me pose d'ailleurs. Ouais, château de Fougeray, c'est du business. Or non, il n'y a pas de business. Il y a 4-5 chambres, je crois, grand max, elles sont dans leur jus. Elle fait la nuit à 30 € ou 40 € pour y passer une nuit. Il n'y a pas de chauffage, donc ça n'est ouvert que du mois d'avril au mois d'octobre. Ce qui veut dire qu'en termes de business, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est pas terrible du tout. Il y a quasiment pas de repas. Je crois qu'elle organise quand même des soirées régulièrement avec des trucs, des médiums, des machins, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est pas du tout à la hauteur des frais engendrés par la restauration d'un château pareil. Après, le truc, c'est que si on les accuse de raconter n'importe quoi, déjà, il faut accuser beaucoup d'autres personnes, moi y compris. Est-ce qu'ils auraient l'esprit suffisamment machiavélique pour avoir installé tout un tas de choses, des systèmes qui permettent de faire du bruit à un moment donné, etc. C'est un château qui est très isolé, je les sens pas magiciens tous les deux, donc je sais pas du tout. Peut-être qu'un jour on aura la vérité là-dessus. Moi, ça me paraît aujourd'hui trop énorme, mais en même temps, ce que je vais vous raconter est vrai. C'est-à-dire que voilà, ce que j'ai vécu au château de Fougeray, c'est réel. Je suis arrivé dans ce château en voulant vraiment rester tout seul dans le château, parce que comme ça j'étais sûr d'un truc, c'est qu'il n'y aurait pas de bruit de quoi que ce soit. Si c'était du bruit, ça venait forcément des animaux, du bois qui craque, de la plomberie, de tout ce qu'on veut, mais sûrement pas de quelqu'un qui allait me faire une blague. Et donc du coup je suis allé là-bas, on était en hiver, et donc j'ai rencontré Véronique Geoffroy qui était la propriétaire du château, qui l'est toujours. Et cette propriétaire m'attendait à l'extérieur du château. Et j'ai trouvé ça très bizarre parce que j'avais un peu de retard. Et je me suis dit, c'est quand même curieux qu'elle m'attende à l'extérieur. Il fait froid, elle devrait être à l'intérieur. Or, elle m'a dit très clairement dès que je suis arrivé et qu'on s'est présenté, elle m'a dit non mais je reste à l'extérieur parce qu'il se passe des trucs et je suis pas la bienvenue moi à l'intérieur toute seule, j'y vais plus. Très bien, super, déjà ça met un peu dans l'ambiance, quoi. Donc je suis rentré dans le château avec elle, et puis elle m'a raconté un peu tout ce qui s'était passé dans ce château, depuis les débuts. Moi à l'époque, je viens là pour faire un chapitre sur le château dit le plus hanté de France, et je me dis je vais rien percevoir du tout, il va rien se passer, et ainsi de suite. Donc effectivement, je fais le tour, on est en plein jour, je vais pas rester la nuit d'ailleurs à cette époque-là. Je vais repartir en me disant ce château effectivement est magnifique, les histoires sont absolument incroyables, ce que raconte Véronique est juste dingue, tout ce que les gens ont vécu là-dedans. Il y a vraiment la liste de tous les phénomènes paranormaux en un seul endroit. C'est quand même hallucinant. Et puis, je vais revenir 2 ans plus tard, cette fois-ci, pour faire une enquête pour France 2.
Et donc du coup, je reviens et je me dis, bon, le test, ça va être simple. Je vais me filmer tout seul dans le château. Véronique m'avait dit, mais t'es fou, faut pas rester tout seul dans le château. Et puis bon, je me dis, oui, aucun problème, ça va passer. Il y avait par exemple un premier phénomène bizarre, je suis allé dans une pièce, donc j'étais de nuit, je me promène et pour les besoins du reportage, je me suis dit je vais revenir avec rien, ça va être assez terrible. Donc je m'étais dit je me filme moi en caméra infrarouge, je me balade dans le château et toutes les heures je vais faire une petite balade dans le château, comme ça si jamais il se passe quelque chose, ça va être enregistré. Véronique m'avait dit dans une pièce particulière qui était une chambre, quelquefois on sent comme de la soupe, comme si quelqu'un avait fait à manger dans cette pièce. Or j'étais déjà rentré plusieurs fois dedans et ça sentait absolument rien. Et là j'y vais, et il y a une odeur mais incroyable, comme si quelqu'un avait fait une espèce de soupe au potiron, je sais pas à quoi, enfin ça sentait vraiment la bouffe quoi, vraiment. Ouais, ça m'a pas plus impressionné que ça. Et à un moment en fait je me suis retrouvé dans le hall, et puis j'entends un espèce de claque comme ça, un coup fort. Un gros coup qui a attiré mon attention et qui m'a figé dans le hall, et puis ensuite plusieurs coups forts, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait très très fort, mais vraiment avec des puissantes bottes, on va dire, juste au-dessus de moi, et qui avait l'intention de venir vers moi. C'est-à-dire qu'en fait, on entendait que c'était au-dessus de moi, puis tac 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 tac, et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui allait descendre l'escalier. Là, on se dit, mais ça peut pas être le bois qui craque. Personne va me dire que c'était un animal, parce que je sais pas ce que c'est comme un animal, mais il doit être tout aussi impressionnant que les phénomènes paranormaux, quelque part. Enfin, on sait pas ce que c'était. J'ai jamais su ce que c'était. Il y aurait eu plusieurs coups à chaque fois. Je crois que je serais resté dans le hall. Si à chaque fois il y avait 10 secondes entre chaque coup, je serais resté à écouter, à me dire mais quelque chose. Je vais peut-être monter. Je serais peut-être pas monté tout de suite, mais je serais pas parti. Ce qui m'a fait partir, c'est le début d'une course de quelque chose qui semblait avoir l'intention de venir vers moi. Et là, j'ai pris peur, et c'est la première fois que j'ai pris peur, et je suis sorti. J'ai quitté le château, et heureusement, j'avais les clés de la voiture qui étaient juste devant, et je me suis mis dans la voiture à réfléchir un petit peu, à me dire est-ce que j'y retourne ou pas. Puis finalement, il était tard, j'avais plein d'images. Je me suis dit, tu sais quoi, dors dans la voiture, à mon avis, au moins là, tu vas dormir. Le lendemain, le reste de l'équipe est arrivé, et la propriétaire également, avec son mari, je crois, et avec les croissants. Et donc, j'étais là, ils m'ont trouvé dans la voiture, ils m'ont dit, mais c'est vite, tu ne rentres plus ? Non, pas pour l'instant, j'attends tout le monde. Et puis j'avais faim, donc on a mangé les croissants. Évidemment, il a fallu rentrer à nouveau dans le château, parce qu'il fallait récupérer tout le matériel. Il y avait des enregistreurs, des caméras et tout un tas de choses. Et j'ai regardé les rushs que bien plus tard. Il y avait plein de bruits, plein de sons enregistrés, mais qui étaient notamment dus à des animaux, et j'étais très surpris de ne pas entendre en fait ce que moi j'avais entendu, c'est-à-dire des coups très très forts. Il se trouve que les magnétos n'étaient pas au bon endroit aussi, mais vu que pour moi c'était hyper fort, je me suis dit c'est obligatoire, ça a dû. Alors on entend effectivement des coups, mais vraiment très loin d'être aussi violent que ce que j'avais entendu moi. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu peur de quelque chose à ce point-là, quoi. J'avais déjà eu peur quand j'étais petit, parce que je pensais que c'était un démon ou le diable ou je sais pas quoi. Là, mon cerveau s'est mis en alerte, c'est-à-dire il s'est dit, il y a quelque chose que tu ne comprends absolument pas qui est en train de vouloir pas du bien, si tu veux, quelque chose qui a envie de te faire du mal. Et donc, tu ne dois pas rester là. Mais ouais, je pense que c'est presque naturel, quoi. Je serais pas allé à la rencontre de ce bruit-là. Je pense que non. On a beau être courageux, il y a un moment où on n'est pas stupide, quoi. À force d'en parler, à chaque fois, j'en parle toujours de la même manière. C'est-à-dire, je me demande vraiment ce que c'était. Je ne pense pas que ça soit une escroquerie, je pense pas que ça soit une blague, je ne pense pas que ça soit des poutres, je ne pense pas que ça soit la tuyauterie, parce qu'il y en a, enfin, en tout cas, à l'époque, il y en avait quasiment pas, vu qu'il n'y avait pas de toilette, pas de salle de bain, il y avait rien dans le château, pas de chauffage. Je ne sais pas ce que c'est. Je me demande encore ce que c'est. Est-ce que c'est moi, peut-être, qui ai provoqué ces bruits-là? Aucune idée. Je cherche pas à essayer de convaincre ce dont j'ai cru pendant longtemps. C'est pas mon but, je vais pas aller chercher des histoires totalement extraordinaires pour ou les démonter ou en faire un argument de vente quelque part en disant non mais si ça existe. Non, je suis curieux, vraiment curieux, mais comme un gamin de 10 ans. Et s'il y a des trucs totalement dingues, je pourrais en parler quelque part. Et puis c'est surtout, je vais pouvoir me faire une idée très précise. Or, la plupart du temps,
Il y a des histoires de complètement folles, hein, mais et quand on découvre la vérité derrière, on se dit c'est quand même triste. Et souvent je me dis, on fait des repas d'hiver avec des amis, avec des gens des fois que je connais pas, et je me dis je vais pas quand même tout leur dire parce que c'est triste quelque part, ça casse tout. Par contre, ce que je leur dis souvent, c'est que ce qu'il reste de tout ça, c'est-à-dire même si on en élimine 98%, les 2% qui restent sont extraordinaires. Et ça ouvre des portes, mais alors totalement inimaginables. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort. On est d'accord, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un bouquin en disant voilà exactement ce qu'il y a, parce que tous les esprits sont d'accord. Ils sont pas du tout d'accord entre eux, donc c'est n'importe quoi. En même temps, si vous saviez exactement ce qu'il y a après la mort, c'est un peu comme si vous connaissiez la fin du film quelque part. C'est terrible. Donc, à la limite, si c'est bien foutu, c'est que en fait, on ne peut pas le savoir. Et on ne peut pas le savoir, à mon sens, pour une bonne raison. Est-ce que connaître la vérité, c'est quelque chose qui m'intéresse ? Oui, mais les chercheurs de trésors, quand vous regardez un peu le profil psychologique de ces personnes, ils sont fascinés à l'idée de trouver l'Arche d'Alliance, à l'idée de trouver un trésor monumental avec plein de pièces d'or, des trucs comme ça. Le jour où ils trouvent, ils s'éteignent quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la quête qui les anime. C'est pas le trésor, la quête. Et c'est le chemin qui est intéressant, c'est l'expérience qui est intéressante. On a l'impression que c'est fait pour. On a l'impression que ces histoires extraordinaires, elles sont faites pour nous amener petit à petit sur un chemin. Et c'est ce chemin, ces expériences, ces rencontres, ces histoires extraordinaires qui nous nourrissent. Le but, je crois qu'il est inatteignable dans ce domaine-là. Mais je pense que le chemin est intéressant à parcourir. Nous voilà arrivés au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous raconter votre histoire et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.